Voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui René Cory, qui nous vient donc de Paris Diderot, donc qui est mathématicien, spécialiste de logique mathématique, et qui est membre de l'IREN de Paris, du laboratoire André-Revuse. Ah non, pas du laboratoire. Pas du laboratoire André-Revuse, surtout pas. Ah, là j'ai fait un affaire. Et enfin, qui a été directeur de l'IREN de Paris plusieurs années. Et qui va donc nous présenter une conférence sur le langage étrange des profs de maths. Donc René, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Et donc merci d'être venu écouter ça. Donc effectivement, le langage, c'est un peu mon dada. Et je trouve que c'est une question qui n'est pas à laquelle l'institution n'accorde pas l'importance qu'elle mérite. Quand on regarde les programmes, quand on regarde les manuels c'est encore pire, la question du langage est systématiquement ignorée, et je pense qu'elle est volontairement ignorée parce qu'on ne veut pas rendre la vie de nos chers petits et de nos chères petites trop compliquée avec des considérations sur le langage. Et moi je trouve que c'est une erreur profonde, parce que le langage joue un rôle fondamental quand on fait des mathématiques. On assiste depuis quelques années, disons, à une sorte de tentative de donner de l'importance dans le cadre des programmes et des manuels à la notion de raisonnement mathématique, qui est déjà un progrès par rapport à une période où tout ça n'était pas question même de raisonnement. Mais parler du raisonnement sans parler du langage, ça me paraît une absurdité. Parce que le raisonnement, c'est quoi? C'est d'examiner des enchaînements de propositions. Et ces propositions, elles sont formulées dans un langage qui a ses règles et ses spécificités. Et si on n'a pas conscience de ça, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Et je pense qu'on a là la source de l'incompréhension et des obstacles que rencontrent beaucoup de nos élèves. Bien. Par ailleurs, nous autres matheux, que nous soyons enseignants, chercheurs, auteurs de manuels, auteurs de programmes, nous avons été formatés, nous avons des habitudes et des tics de langage qui sont partagés par nous tous, et il y a des choses qui vont de soi pour nous, des formulations qui vont de soi, et donc on s'aperçoit rapidement qu'elles ne vont pas de soi pour des gens qui n'ont pas été formatés comme nous, et en particulier pour nos élèves. Et je trouve que nous devrions un peu nous poser la question de comment nous nous exprimons face à nos élèves et comment nous rédigeons les textes que nous confions à nos élèves, comment nous rédigeons les manuels, comment nous rédigeons les programmes, et que, effectivement, tout ça n'est pas fait. Bien. Alors, j'ai peu de temps, puisqu'il faut qu'on libère l'amphi à 10 heures. Et donc, je ne vais pas du tout vous raconter tout ce que j'avais prévu de vous raconter, donc ça risque d'être un peu haché et je m'en excuse par avance. Bon, je vais essayer de me concentrer sur 2 ou 3 points que je ne relierai pas forcément les uns aux autres parce que je n'aurai pas le temps, mais enfin qui me paraissent importants et sur lesquels je vais insister. Alors, je voudrais commencer par vous poser une question, et en particulier par la poser, si possible, aux collègues qui sont sur le terrain dans les collèges et les lycées. Qu'est-ce que vous diriez si vous aviez à mettre en avant quelque chose, une caractéristique qui distingue le langage mathématique du langage courant, du langage usuel? Est-ce que quelqu'un oserait se lancer pour me faire une proposition? Oui? Bon, là, vous me donnez un exemple de formulation qui est courante dans le langage mathématique et qui est rare. C'est vrai que dans la vie courante, il est rare qu'on utilise l'expression distincte. Non. Mais je demandais plus que des exemples. Je demande qu'est-ce une sorte de caractéristique du langage. Pardon, il ne faut pas trop que je m'écarte de cet engin. Oui, alors allez-y, pardon. Le et et le ou sont utilisés de façon un peu différente, et même parfois beaucoup différente, c'est vrai. Là, il s'agit encore d'exemples. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont implicites dans notre langage, dans
langage dans la vie courante, ça va dépendre de la nuance, ça dépend du ton qu'on emploie. Bon, l'implicite, les nuances, très bien, ça c'est vrai. Je dirais qu'il a tendance à se vouloir univoque et qu'il a besoin d'être explicité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va faire forcément vraiment de soi. Je sais que dans la pratique, j'ai tendance à faire réexpliciter aux élèves systématiquement D'accord. tous les points précis du langage mathématique. Bon. Alors, moi qui ai été formé sur les mathématiques modernes, il y a quand même un aspect de formalisation possible avec des symboles très, très précis, avec des quantificateurs, avec des choses comme ça. Très bien. Et quand même très différent du langage courant. Ok, alors cette remarque sur l'utilisation de symboles en mathématiques, c'est la réponse qu'on obtient le plus fréquemment. C'est celle que la plupart des collègues donnent spontanément, c'est-à-dire en maths, on utilise des symboles et dans le langage courant, on utilise peu de symboles, pour ne pas dire pas de symboles. Oui, vous avez une autre. Oui, je pense aussi à certains vocabulaires qui sont utilisés en mathématiques qui n'ont pas du tout le même sens que dans la. C'est vrai aussi, il y a des questions de lexique. Le mot facteur, par exemple. D'accord. Alors en fait, il y a beaucoup de différences sur le plan sémantique, c'est-à-dire sur le plan de l'interprétation, de la signification qu'on donne aux mots, aux assemblages de mots, etc. Mais il y a aussi des différences syntaxiques, c'est-à-dire qui tiennent uniquement à la forme du langage qu'on utilise. Bon, et en fait, pour moi, la différence majeure n'est aucune de celle que vous venez de proposer. Vous en avez proposé beaucoup, c'est bien. Pour moi, la différence majeure tient au fait qu'en mathématiques, on utilise des variables. On utilise des variables, des lettres, pour désigner les objets, X, A, etc. Et je vais essayer de m'expliquer là-dessus parce que ça me paraît vraiment une différence fondamentale. Et ce que je prétends, c'est que dans la langue courante, on n'utilise pas de variables. Alors là, normalement, vous êtes censé protester brillamment, me dire, mais comment, dans la langue courante, on utilise plein de variables? Eh bien, moi, je dis que non. Et je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Alors, on va commencer par regarder une expression qu'on rencontre, il me semble, souvent. Je pense que vous pouvez tous témoigner d'avoir vu écrit ça ou entendu dire ça. Plusieurs fois, vous voyez à peu près dans quel cadre. Oui, d'accord. Bon. Alors ça, est-ce qu'on peut s'accorder à dire que c'est une proposition mathématique? Alors, parce que, voilà une question saugrenue. Est-ce que c'est une proposition mathématique ou non? Si vous parcourez des manuels de maths de collège ou de lycée, le mot proposition est utilisé à tout bout de champ. Alors parfois c'est remplacé par énoncé, par assertion, par propriété, par ce que vous voudrez, mais il s'agit toujours du même objet, mais on n'a pas de vocabulaire institutionnalisé pour en parler. Et si vous cherchez quelque part même un indice de ce que ça pourrait être qu'une proposition, eh bien vous n'en trouvez presque nulle part. Alors, depuis la réforme de 2009, où il y a eu un tout petit brin de logique qui est réapparu dans les programmes de lycée, il y a, je crois, 2 manuels sur 10 dans les manuels publiés lors de la réforme de 2009 qui ont une vague tentative pour définir ce que c'est qu'une proposition. C'est quand même... ça interpelle le fait qu'on manipule cet objet de proposition, on en parle tout le temps. Dans le programme, il est même question de proposition conditionnelle, bon, ce qui n'est pas du tout défini d'ailleurs, mais peu importe. Mais la notion même de proposition n'est pas définie. Alors, je vais essayer de vous donner tout à l'heure non pas une définition, parce que là, on n'est pas en train de faire des maths, hein, on est en train d'être extérieur aux mathématiques et de réfléchir à notre activité mathématique. Mais je vais essayer de donner des pistes pour essayer d'identifier parmi les phrases que nous prononçons, quelles sont celles qui peuvent être qualifiées de propositions mathématiques et celles qui ne le sont pas. Alors, il y a un premier indice, c'est qu'une proposition mathématique, ça parle d'objets mathématiques. Les objets mathématiques, c'est des nombres, des triangles, des intégrales, des espaces fonctionnels, des probabilités, des systèmes différentiels, enfin, une proposition parle d'objets mathématiques et nous donne des informations concernant des objets mathématiques. L'autre chose, c'est qu'une proposition, c'est quelque chose qui est susceptible d'être vrai ou faux. Alors même si, pour beaucoup de propositions, malheureusement, on n'est pas en état de savoir dans lequel des deux cas on est, on sait qu'on est dans un des deux cas et pas dans un troisième. Il peut y avoir une ignorance sur laquelle je reviendrai éventuellement. Alors,
celle-là, quels sont les objets dont elle parle? On ne sait pas. On sait pas ce que c'est que N. D'accord, mais tu peux me dire que ça parle de N. Ça parle d'un objet qui s'appelle N. Alors, je ne le connais pas plus que ça, mais j'en connais un autre. Alors, est-ce que ça parle uniquement de N ou est-ce que ça parle d'autre chose? Pardon, il ne faut pas que je bouge. Oui, alors. De A et de B aussi. De A et de B aussi. De l'existence d'une décomposition. Non, non, mais attends, je veux savoir de qui ça parle. Je ne veux pas savoir ce que ça dit, je veux savoir de qui ça parle, simplement. Ça parle d'un N dont on ne sait pas qui c'est. Oui, d'accord. De A et de B aussi. Voilà. De A, de B, de U, de B. Non, ça parle pas de U, de B. Ah, ben voilà. Bon, alors, ce que je remarque, c'est que les objets dont il est question ici sont désignés par des variables. Et vous voyez déjà ce que j'ai annoncé d'emblée, pour qu'il n'y ait pas de suspense, mon attachement à la notion de variable. La notion de variable, c'est fondamental. Bon, ici, donc, il y a des variables. Alors, quelles sont les variables qui ont une occurrence dans cette proposition? Eh bien, évidemment, N, A, U, B et V. Alors, pour autant, est-ce qu'on peut dire que cette proposition parle de ces 5? Alors, la réponse est non, évidemment. Alors, de quel objet parle-t-elle? Donc, vous avez répondu tous en chœur, ou à peu près. De N, de A et de B, très bien. Et vous avez, non pas tous en chœur, mais au moins certains, dit « ça ne parle pas de U ni de V ». Est-ce que ceux qui avaient émis l'idée que ça pouvait parler de U et de V sont d'accord pour revenir sur leur premier élan? Ah. Alors, comment expliquer ça? Qu'est-ce que... Vous voyez, pensez que cette phrase-là, les élèves de terminale, spécialité certes, mais enfin, les élèves de terminale sont susceptibles de voir cette phrase-là. Hein? Et donc, c'est une question assez légitime. Hein? De qui ça me parle? Qu'est-ce que ça dit? Bien sûr, ça sera la question ultime. C'est à ça qu'on veut en venir. Mais avant de savoir ce que ça dit, c'est quand même raisonnable de savoir de qui ça parle. De qui ça parle? Oui. Pour moi, ça parle de la Z, et puis ça dit que les principales, et il y a plusieurs façons de formuler la chose, mais là, c'est une façon de la formuler. Et ce qui est essentiel de l'information, c'est Z et principales. Oui, mais enfin, bon, ça, d'abord, c'est une réponse de savant, c'est bien d'être savant, mais le problème, c'est que certes, ça me parle de la Z, mais ça me parle quand même d'objets qui s'appellent N, A et B, et dont Serge vient de nous dire fort justement qu'on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, mais néanmoins, ça en parle. Bon. Et chaque fois que je saurai qui c'est N, ben, cette proposition va prendre une signification. D'accord? On ne peut pas dire que ça ne me parle que de la Z, parce que... Si. C'est une façon de formuler une propriété. Quelle propriété? Que Z est principal. On peut la formuler de Ben non, parce que pour dire que Z est principal, on ne peut pas se contenter de dire ça, il faut ajouter quelque chose. Parce que là, la question légitime, c'est qui c'est N, qui c'est A, qui c'est B. Mais la proposition. Oui, non, vas-y. La proposition, c'est les choses intrinsèques, enfin, l'essence de la proposition. Il y a plusieurs façons de formuler une proposition. Oui. La proposition, pour moi, c'est plus que la façon de la formuler. Non, mais, alors, puisque tu as parlé d'un nom principal, dis-moi qu'est-ce que c'est qu'un nom principal? On est un peu éloigné de ce qui est écrit là, quand même. Mets-toi à la place d'un élève de terminale. Il regarde ça, et je veux dire, quand même, il voit qu'un élève de terminale, il voit ces 5 variables. N, A, U, B et V. C'est beaucoup, hein. C'est énorme, 5 variables pour un élève. Et même pour un prof, et même pour tout le monde, c'est beaucoup. Quand il y a beaucoup de variables, c'est compliqué. Alors, il se trouve que ça parle de N, de A et de B. Oui? J'ai pas compris pourquoi ça parlait pas de U et de V. Oui, ok, ben on va essayer de le dire. Voilà, on va essayer de le dire. Alors, parmi les partisans de l'opinion, ça ne parle pas de U et de V, est-ce que quelqu'un peut répondre? Peut donner des arguments pourquoi ça ne parle pas de U et de V? Oui, allez, vas-y. On pourrait remplacer U et V par T et Z, et ça ne changerait en rien la valeur de vérité de la proposition qui est écrite en haut. Donc, si on peut renommer U et V sans changer le sens de la phrase, ça ne changera pas de U et de V. Alors que si on remplace A par A', ça change complètement le sens de la phrase.
Alors, est-ce que c'est convaincant? Non, c'est pas convaincant. Je vais te dire pourquoi c'est pas convaincant, parce qu'il y a des tas de gens qui pensent que mettre A' et B' à la place de A et B et N' à la place de N dans cette phrase ne change rien. Mais ces gens-là ont tort, ceux qui pensent ça. Mais c'est pas facile d'expliquer pourquoi ils ont tort. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a une autre proposition à faire pour nous dire pourquoi ça ne parle pas de U et V, précisément? Parce que U et V sont censés être fixés momentanément. Ah, voilà, merci. Tu as prononcé un mot important, lequel? Il existe. Il existe. Il existe UV. Bon. À charge pour l'élève qui lit ça de savoir que c'est il existe UV. Parce que moi j'ai beau lire cette phrase dans tous les sens, je ne vois pas il existe. Bon. Qu'est-ce qui est là pour témoigner qu'il y a un il existe caché? Peut s'écrire. Et avec. Avec. Ah, voilà. Le mot important là-dedans, c'est avec. Voilà. Alors vous avez ici le plus grand spécialiste du mot avec en France, c'est Christophe H, qui peut-être va parler de ça tout à l'heure, dans un des ateliers, non? Une seconde et demie tout à l'heure, mais alors quelle seconde et demie, je vous dis. D'accord. Alors, le mot avec, c'est un mot redoutable. C'est peut-être un des mots les plus redoutables. Avec est typiquement le genre de mot que nous utilisons, nous, absolument sans aucun problème, tout le temps, sans avoir tout le temps conscience. Pour nous, c'est évident, parce que nous avons été formatés pour ça, parce que nous sommes excellents, parce que nous sommes, voilà. Nous savons, quand nous utilisons ce mot avec, qu'effectivement, il traduit un quantificateur existentiel. Bon, mais simplement, j'ai le regret de vous annoncer que les élèves ne le savent pas, forcément, et n'ont aucune raison de le savoir au départ. Donc je pense quoi? Je pense qu'il vaudrait mieux le leur dire. Alors attention, tout de suite ici, une précision. Moi, je n'ai absolument pas l'intention de vous dire il faut changer la façon de parler du monde entier. Parce que le monde entier parle comme ça. Et on n'a pas la force, de toute façon, de changer les habitudes de toute une communauté. La communauté mathématique parle comme ça. C'est un fait dont il faut prendre acte, même si on le déplore. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut juste avertir les gens qui font l'apprentissage, les élèves, les étudiants, il faut les avertir de nos façons étranges de parler. En leur disant, ben, quand vous verrez avec, eh ben, méfiez-vous, parce que souvent, c'est le témoignage d'une quantification existentielle. Alors souvent, mais pas forcément toujours, parce que on pourrait imaginer, moi je ne l'écrirai pas, mais on pourrait très bien imaginer d'écrire quelque chose du genre suivant. Personne ne serait choqué de lire ça. Encore une fois, moi, je n'écrirai pas ça. Mais enfin, on pourrait très bien accepter. Mais le avec qui est là, vous le considéreriez tous comment? Comme un quelque chose. D'accord? Bon. Mais c'est plutôt rare. Là, dans 90% des cas, à la louche, quand il y a un avec, c'est un quantificateur existentiel. Donc en fait, ceci devrait s'écrire, signifie la chose suivante: il existe des entiers U et V dans Z, tels que N égale à U plus V, parce que peut s'écrire ne peut pas dire autre chose que égal. D'accord? Mais le peut s'écrire, en fait, il est un peu lié au avec et il cache, il dissimule cette quantification existentielle. Bon. Et donc dire en effet il existe UV ou il existe U'V', vous voyez que le statut de U et V dans cette phrase n'a rien à voir avec celui de N, de A et de B. D'accord? Bon, est-ce que ça vous répond mieux à vos... D'accord. Bon. Donc les variables U et V, on dit qu'elles sont muettes, elles sont liées dans l'expression, alors que les autres sont parlantes ou libres. Ces expressions, on les utilise pratiquement jamais. Il y a une exception, il y a un cas où les profs utilisent l'expression variable muette, c'est lequel? Dans la calcul intégral, chaque fois que vous rencontrez ceci, vous
avertissez les élèves, attention, la lettre X est muette, la variable X est muette. Bon. Le problème, c'est que les variables muettes, ça court les rues, enfin, du moins les rues de notre langage mathématique. On les utilise tout le temps et il faut essayer de savoir les repérer parce que c'est pas facile, parce que tout est fait pour cacher au maximum les phénomènes qui rendent les variables muettes. Or, les variables muettes, c'est fondamental. Et tout à l'heure, quand je vous disais en mathématiques, ce qui distingue la langue mathématique de la langue naturelle, c'est les variables, en fait, c'est le fait que les variables peuvent être muettes. Parce que dans la langue courante, vous pouvez très bien dire la candidature de M. X aux élections présidentielles de 1965. Il y a eu une campagne lancée par le journal L'Express dans les années 60, avant une élection présidentielle, je ne sais plus laquelle, où il y avait un monsieur X qui était apparu à la une du journal, et ils avaient fait durer le suspense pendant quelques mois, et puis ce monsieur X était avéré être quelqu'un qui n'a jamais été candidat après, enfin bon, peu importe. Et il y avait ce monsieur X. Le fait d'appeler quelqu'un X, évidemment, on peut dire, on utilise une variable, mais non, parce que le X en question n'est pas muet du tout. C'est le nom de quelqu'un de bien particulier. Et je dis que dans le langage courant, il n'y a pas de variable muette, du tout. Et que c'est ça la différence fondamentale. Tout le reste, le fait que j'utilise des symboles ou non, bien entendu, c'est crucial. Bien entendu, on ne peut pas s'en passer des symboles. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout sur le même plan que cette différence syntaxique fondamentale, à savoir les variables. Bon. Donc, je dis que la proposition qui est là, il y avait 5 variables, en fait, elle ne nous parle que de 3 objets. Bon, si on arrive à économiser 2 variables sur 5, c'est-à-dire si on arrive à faire en sorte que l'élève se rende compte qu'en fait, cette proposition ne parle que de 3 personnes et pas de 5, eh ben, on a quand même pas mal avancé. Alors, si je compare cette façon d'écrire la chose et celle qui est écrite là, on peut se dire, oui, bon, ben, c'est pareil. Réfléchissez à une chose. Nos élèves ont la fâcheuse tendance à lire les phrases en commençant par la gauche et en progressant vers la droite. Et puis ensuite, passer à la ligne, etc. Alors, cette fâcheuse habitude fait que, quand ils lisent ça, N peut s'écrire, bon, N, très bien. Ensuite, ils rencontrent N, ils rencontrent A, ils rencontrent U, ils rencontrent B, ils rencontrent Z. Donc, ils ont pris les 5 variables dans la figure. Et ce n'est qu'après que vient le fameux avec, qui est le signe que U et V, en fait, sont muettes. Donc, il y a une incertitude totale, un suspense infernal jusqu'ici. Bon, et bien là, au moins, la différence, c'est que ça commence par il existe U et V. Donc, on sait que la question, c'est de savoir si oui ou non, on pourra trouver ou on pourra prouver l'existence de U et V. Et donc, ça donne un statut, ça fixe le statut de ces lettres-là. Bon, et après, N est à la U plus V. Alors, bien entendu, cette phrase va être prononcée ou écrite dans un contexte où il aura déjà été question avant d'objets qui s'appellent N, A et B. Sinon, voilà. Il en aura été, ils auront été introduits avant. Alors, bon, ça c'est important à dire, et je pense que ce serait important à dire tôt aux élèves, c'est-à-dire qu'il y a dans les phrases mathématiques des lettres qui ne servent pas à désigner des objets particuliers. C'est-à-dire qu'il y a des phrases qui contiennent des lettres dont la phrase ne parle pas, dont la phrase ne dit rien. C'est le cas de U et V ici. Alors, j'ai inséré la phrase de tout à l'heure, la proposition de tout à l'heure, dans une proposition plus grande, qui commence par pour tout entier N, et qui dit ensuite N est un multiple du PGCD de A et B, si et seulement si, N peut s'écrire sous la forme AU plus BV, oui, les guillemets sont restés à tort, excusez-moi, sous la forme AU plus BV avec U et V dans Z. Bon. Ça, on commence à se rapprocher du fameux théorème que tu avais en tête tout à l'heure. Est-ce que tu vois pourquoi on s'en rapproche? Et pour y arriver totalement, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire? Il faudrait dire aussi quel que soit A, quel que soit B. En fait, le théorème de Bézout, enfin une des formes du théorème de Bézout, ce serait, quels que soient les entiers N, A et B, N est un multiple du PGCD de A et B, si et seulement si, il existe U et V, où N peut s'écrire sous la forme AU plus BV. Et là,
si je remets devant quels que soient les entiers A et B, parce que dans cette phrase-là, A et B restent parlantes, alors que N est devenue muette grâce à quoi? Qu'est-ce qui fait que N est devenue muette là? C'est le pour tout, bien sûr. C'est le pour tout. Bon. Alors, si maintenant je mets en plus un pour tout A pour tout B, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est devenu muet. Bon. Les propositions où tout le monde est muet, ça porte un nom, ça s'appelle des propositions closes. Proposition close, c'est une proposition ou une expression close. Proposition close. C'est une proposition où toutes les variables qui apparaissent sont muettes. Ou qui ne contient pas du tout de variables. En tout cas, qui ne contient pas de variables parentes. C'est-à-dire qui ne parle de personne. Et là, on arrive exactement à ce que tu disais tout à l'heure. Là, si je mets un pour tout A pour tout B devant, j'ai une proposition close qui ne m'exprime qu'une propriété de l'anneau des entiers relatifs. D'accord? Z désigne quand même l'entier. Non, mais Z, c'est une notation fixée pour un objet fixé. C'est une variable qui désigne un Non, on va éviter d'appeler Z une variable. C'est pas une variable. C'est un nom consacré. C'est comme quand tu dis 0, 0, c'est pas une variable. Quand tu dis 1 plus 1 égale 2, il n'y a pas de variable. Donc Z est le même statut pour moi. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, qu'est-ce qui rend... Ah oui, non. Bon, bah, j'ai loupé quelque chose. Bon, c'est pas grave. Il y a une diapo qui a sauté. C'est peu importe. Ce que je voulais souligner, c'est maintenant qu'est-ce qui rend les variables muettes au fond. Alors, qu'est-ce qui rend les variables muettes? Ben là, vous avez eu l'explication, c'était le avec qui cachait un quantificateur existentiel, c'est le quantificateur quel que soit. Bon, mais il y a des tas d'autres choses. Alors ici, on a un exemple très connu de procédé langagier qui rend une variable muette. La présence du signe intégral avec le D rend la variable qui suit le D muette dans l'expression intégrale définie, intégrale de quelque chose à quelque chose. Ça, c'est une structure du langage qui rend la variable muette. Est-ce que vous voyez d'autres procédés langagiers dans notre activité mathématique qui ont pour effet de rendre les variables muettes? En fait, tous nos théorèmes, ce sont des propositions closes. Donc les variables qui y sont toutes muettes. Ils devraient l'être. Donc, est-ce que vous voyez d'autres choses à part donc, les quantificateurs? Alors explicite ou implicite. Là, j'ai un exemple où il y a un explicite, c'est le quel que soit, le pour tout, et un implicite, c'est le il existe qui se cache derrière le avec. Est-ce que vous voyez d'autres cas où il y a des variables muettes? Alors, tous les sigmas de i égale quelque chose à quelque chose, bon, ben, la variable qui est ici, elle va être dans cette expression muette. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres exemples? Bien, je vais vous en proposer. Voilà. Ça, c'est muet. Enfin, c'est pas muet, pardon. C'est un signe qui rend muet. C'est la flèche d'application. La flèche d'application, si je mets, par exemple, x ici et cosinus x là, comment vous lisez ça? Comment vous lisez cet assemblage? La fonction cosinus. Vous pouvez dire la fonction cosinus, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il y a écrit quand même. Essayons de le lire. La fonction qui a réalisé s'associe sans cosinus. La fonction qui a x associe cosinus x. Bon, voilà. Bon, et évidemment, la fonction qui a x associe cosinus x, c'est exactement la même que la fonction qui a y associe cosinus y, etc. Donc c'est un signe qui rend la variable muette. Il y en a plein d'autres. La notation limite. Limite, quand t tend vers plus l'infini de quelque chose, bon, la variable qui est là est muette. Ici, c'est la variable qui se trouve avant la flèche d'application qui va devenir muette. Encore un exemple.
Dans cette phrase-là, il y a 4 variables, A, X, B et C. Et bien entendu, elles n'ont pas le même statut. A, B et C sont libres, et alors que X est muette. Et qu'est-ce qui rend X muette? Ah non, c'est pas légal. Son statut d'inconnu. Son statut d'inconnu. Oui, mais dans ce qui est écrit, comment est-ce que je vois que X est muet? Le mot équation. C'est le mot équation. Exact. Le mot équation, c'est un mutificateur. Ah, voilà le grand mot lâché. Mutificateur. Malheureusement, c'est un mot horrible, mais je n'en connais pas d'autre. Et je suis preneur si vous avez mieux, parce que ce serait bien d'avoir mieux. Mutificateur qui rend muet. Ben, chaque fois que vous avez une variable muette dans une proposition mathématique, eh bien, vous avez forcément un signe qui est responsable. Il y a un coupable. Quand vous avez une variable muette, il faut chercher le coupable. Et le coupable, c'est un signe. Le problème, c'est que ce signe, il est très souvent caché. Alors, vous verrez aussi dans un des ateliers tout à l'heure des exemples typiques. Et alors, c'en est plein les manuels. Vous ouvrez les manuels du secondaire. Dans les manuels, il y a une règle quasi sacro-sainte, c'est que les quantifications sont cachées le plus possible. Les quantifications ne sont jamais explicitées. Alors, elles le sont un tout petit peu, forcément, dans les exercices de logique de lycée, mais qui sont estampillés logique pour que surtout on sache bien qu'on est dans un territoire un peu bizarre. Hein. Et là, parfois, vous avez des quantifications explicites, mais pour le reste, bon, j'exagère un peu, il y a quand même des bouquins qui sont bien faits, ou mieux faits que d'autres, mais enfin, la tendance générale, c'est vraiment à planquer les quantifications. Alors, dans le programme, il y a de l'ambition, dans le programme de lycée de 2010, puisqu'il est dit qu'il faut apprendre aux élèves à repérer les quantifications implicites. C'est une lourde tâche, vaste programme, comme disait l'autre. Parce que les quantifications implicites, les bouquins en sont bourrés. Je vais vous en montrer d'ailleurs tout de suite, peut-être. Ou bien. Oui, voilà. Alors, j'ai recopié ça dans un livre, je n'ai pas eu le temps de faire une photo de l'original. Enfin, bon. Je vous assure que c'est ça qui a été. Avec des couleurs peut-être plus attractives que les miennes. Bon. Donc voilà, je lis ça dans un livre, je pourrais d'ailleurs dénoncer, mais peu importe. Propriété, alors c'est dans une section spécialité maths, en terminale. Propriété 1 et 2. Alors la propriété 1, c'est A et B sont deux entiers naturels. Si A divise B, alors PGCD de AB égale A. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? De qui ça parle? En fait, ça voudrait ne parler de personne. Mais je suis moi obligé de constater que ça parle de deux entiers A et B, puisque ça commence par me dire A et B sont deux entiers naturels. Ben, bienvenue, entrez donc. Voilà. Donc il y a deux objets, A et B, et je vais vous dire quelque chose sur ces deux objets. Alors en réalité, l'intention des auteurs, c'est de nous dire quoi? C'est de nous dire que quels que soient les entiers naturels A et B, si A divise B, alors PGCD de AB égale A. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de plus difficile à comprendre pour un élève dans la phrase « quels que soient les entiers naturels A et B, si A divise B, alors PGCD de AB égale A », plutôt que A et B sont deux entiers naturels, ce qui a l'air de les fixer, et ensuite si A divise B, etc. Alors maintenant, vous allez trouver des tas de bouquins où la première partie n'existera pas, et où on vous dira simplement propriété, si A divise B, alors PGCD de AB égale A. Et à vous, à votre charge de savoir que ça veut dire quel que soit. Je reviendrai là-dessus parce que c'est important. Je passe à 2, propriété fondamentale. Soit A non nul tel que A égale BK plus R où K est un entier. Alors des deux, blabla. Bon, ok. Alors là, ça commence fort. Parce qu'on se prend 1, 2, 3, 4 variables dans les dents, tout de suite. Les gens ne se rendent pas compte que c'est terrorisant pour un élève de voir autant de lettres surgir d'un coup. C'est très difficile à gérer. Il faut y penser, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Bon. Alors, le démarrage avec soit A non nul tel que, qu'est-ce qu'il annonce comme intention de l'auteur?
il annonce évidemment un quelque soit. Parce que nous sommes ainsi formés et formatés que lorsque nous disons soit A non nul, donc je suppose que ça veut dire appartenant à Z étoile, Z étoile étant Z privé de 0, voilà. Hein. Suivi d'un discours qui peut occuper des kilomètres si on veut, et puis à la fin ça se terminera par ainsi ou alors donc, enfin, j'en sais rien. Et puis une certaine propriété que je vais noter P de A. Donc au bout de tout un cheminement, d'un raisonnement plus ou moins compliqué, on va arriver, on était parti de soit appartenant à Z, alors P de A. Si on s'arrête là, qu'est-ce que l'élève va devoir retenir? Si on a fait ça, si ça c'est une démonstration acceptable, qu'est-ce qu'on a prouvé à la fin? On a prouvé quel que soit A. Quel que soit A, P de A. Parce qu'on va dire, le A au départ on l'avait pris sans aucune restriction, sans contrainte particulière, et donc ce que je viens de raconter est valable pour n'importe quel A, ainsi j'ai prouvé que quel que soit A, appartenant à Z moins privé de 0, eh bien j'ai P de A. Bon. Ça serait vraiment rendre service à nos élèves, chaque fois que nous arrivons au bout d'un raisonnement de ce type, et ça arrive tout le temps, ça arrive très souvent, parce que nous démontrons, la plupart des propriétés que nous démontrons à nos élèves, elles sont de la forme, quel que soit x, en fait elles sont même de la forme, quel que soit x, p de x implique q de x. Enfin, et en tout cas, on arrive à ce truc-là. Si on prenait la peine, à la fin d'un tel raisonnement, systématiquement, de dire, bon, eh bien, récapitulons, qu'est-ce que nous venons de faire? Faisons le bilan de ce qui vient d'être fait. Le bilan qui est fait, c'est ça. Et bien, je trouve que ça arrangerait beaucoup les choses. Prenons l'habitude, à la fin des raisonnements, de dire qu'est-ce que nous voulons démontrer. Oui? Ce que vous voulez dire, c'est ce qu'on a ici dans la tête, il faut vraiment le dire. J'ai pas compris. Ce que vous voulez dire, c'est ce qu'on a implicite dans la tête, pour nous, il ne faut vraiment pas hésiter à le dire. Oui, c'est ça que je veux dire, exactement. Que l'implicite, il vaut mieux l'expliciter. C'est absolument ça le message. Il vaut mieux expliciter l'implicite, autant que possible. Bon, alors, il ne faut pas tomber dans le ridicule et dans les... voilà. Évidemment, on va continuer à avoir plein d'implicites, mais de temps en temps, ça vaut la peine de rendre les choses explicites. Je vais éventuellement donner un autre exemple. Bon, alors je reviens là. Donc le soit A non nul signifie qu'à la fin, ce qu'on aura dit est valable quel que soit A. Bien. Alors, oh là là. Tant pis. Donc, ce que je trouve aberrant ici, c'est de dire soit A non nul tel que A égale BK plus R. Et alors là, je peux vous garantir qu'il n'a pas été question ni de B, ni de K, ni de R avant. Hein. Là, c'est d'emblée comme ça, à charge pour l'élève de reconstituer un scénario où ceci prenne du sens. Alors, après, on a heureusement la précision où K est un entier. C'est intéressant parce qu'ils ont choisi de nous dire quelque chose sur K, mais ils n'ont pas estimé nécessaire de dire quelque chose sur B ni sur R. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, où K est un entier. Quant à B et R, devinez. Bon, okay. Alors, la conclusion, je vous ferai remarquer une chose, c'est que dans la conclusion, bon, ok, le R intervient là, mais tout d'un coup, ici, il a été remplacé par A moins BK. Est-ce que vous avez une idée pourquoi il n'a pas mis R ici, mais il a mis A moins BK? Parce qu'A moins BK, c'est R. Pourquoi il a mis A moins BK et il n'a pas mis R? Est-ce que vous avez une idée? Moi, j'en ai une. Parce que comment il va prouver ça? Dans la démonstration, évidemment, il va utiliser le fait que c'est A moins BK. Il va dire, je prends un diviseur commun à A et B, il divise forcément. Puisqu'il divise A et B, il divise A moins BK, etc. Donc dans le raisonnement, on va être amené à utiliser le fait que... Donc je pense que c'est ça qui justifie. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette formulation est vraiment pour un élève, mais d'une complication effrayante, alors qu'on pourrait rendre les choses beaucoup plus simples. Donc, alors, en général, rendre les choses plus simples, c'est les rendre plus longues. Alors les gens vous disent, ah oui, oh là là, mais si on explicite tout, ça va prendre des kilomètres, ça va prendre un temps fou, etc. Eh bien, prenons ce temps fou, parce que je pense que ça augmente de façon sérieuse les chances de nos élèves de comprendre un peu mieux ce qu'on leur raconte.
Bien, alors comme il faut que je dois mettre à peu près 1/5 de ce que je voulais vous dire. Bon, alors, il y en a une qui est finie, ok, mais il n'y avait pas qu'elle. Alors, on enlève celle-là. Alors, laquelle vous voulez? Ça? Non, c'est pas ça. Hop. Alors, attendez, est-ce que c'est celle-là? Oui, je voulais vous faire remarquer. Voilà. Je voulais juste vous faire remarquer quelque chose d'important qui, encore une fois, va être repris par Christophe tout à l'heure. Regardez cette expression, cette proposition. Il s'agit d'une proposition qui parle de qui? Qui parle d'un objet qui s'appelle X. Alors encore une fois, je ne sais pas qui c'est, ça chagrine beaucoup Serge que je sache. Moi, ça ne me chagrine pas du tout. Et mais non, mais tu as tort. Écoute, il faut pas te chagriner pour Steve. Il y a beaucoup d'autres raisons d'être chagrin. Donc celle-là n'en est pas une. Bon. Ça parle d'un objet, il faut, justement, je trouve que c'est important que les élèves sachent qu'on peut dire des choses relatives à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne connaît pas encore. Alors, en général, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura raconté des choses sur cet objet X, dont on ne sait pas qui c'est, eh bien, ça va se poursuivre dans deux directions possibles. Ou bien, on va dire, ben, voyons ce qui se passe lorsque X, c'est 3,7. Donc, on va donner une valeur à X, et là, on va tirer éventuellement des conséquences, ou bien qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, mais ce que nous venons de raconter, ben, il est vrai, c'est vrai pour n'importe quel X, et on va dire, bah, tiens, nous venons de démontrer que pour tout X, donc X va être quantifié, va être rendu muet, on va lui couper le sifflet, et on va avoir un joli théorème mathématique. Bon. Mais en cours de route, on sera amené à parler, à faire des propositions qui vont parler d'un objet qui s'appelle X, et le fait que je ne sache pas qui c'est X n'est vraiment pas un problème. Bon. Alors, la différence que je voulais vous montrer, c'est avec ça. Si x inférieur ou égal à 2, alors x2 inférieur ou égal à 4. Je ne m'attache pas au fait de savoir si c'est vrai ou faux. C'est pas ça. Bon, alors quand on voit ces deux choses-là, si vous aviez vu ça en premier, qu'est-ce que vous auriez dit tous en cœur, comme je vous connais? Vous auriez dit c'est faux, bien sûr, parce que vous êtes des matheux normaux. Voilà. Tout matheux normal face à ça, il dit évidemment c'est faux. Et face à ce qui est là-haut, qu'est-ce que vous diriez? Compréhensible, c'est indéterminé. Vous diriez rien. Vous ne diriez rien. Vous ne diriez en tout cas pas c'est faux, ni c'est vrai. Bon, et si moi je vous demandais est-ce que c'est vrai ou faux, vous me direz qu'est-ce que c'est que cette question ridicule, tu te fous de nous. Voilà. Bon, je voulais juste vous faire remarquer comment sont obtenues ces deux propositions. Elles sont toutes les deux fabriquées à partir de deux propositions que je qualifierais avec votre permission d'élémentaires, qui sont x2 inférieur ou égal à 4, x inférieur ou égal à 2. Elles sont élémentaires en ce sens que je ne peux pas les décomposer logiquement, elles ne sont pas fabriquées à l'aide de connecteurs ou quoi que ce soit. Et on les a assemblées. Dans le premier cas là-haut, on les a assemblées à l'aide du et, qu'on appelle généralement je crois que j'ai entendu un connecteur, oui, un connecteur logique, binaire. Bon. Et puis ici, elles ont été assemblées avec un si alors, où on aurait pu mettre le signe d'implication. Et là, il s'agit d'un connecteur logique binaire. Donc la structure est exactement la même. J'ai pris deux propositions élémentaires, x inférieur ou égal à 2, x2 inférieur ou égal à 4, et je les ai assemblées à l'aide d'un connecteur binaire. Et le résultat, c'est deux propositions. Pour l'une d'entre elles, vous dites, bon, oui, oh, ok, et alors, x inférieur ou égal à 2 et x2 inférieur ou égal à 4. On pleure parce qu'on est Serge et qu'on regrette cette situation. On ne sait pas qui c'est x, donc on ne peut rien dire, c'est dramatique. Bon. Mais quand vous faites le procédé le même, mais avec un autre connecteur binaire, vous obtenez ça, et alors là, tous en cœur, mais c'est faux, voyons. Voilà, pourquoi c'est faux? Alors, vous avez la parole, et on conclura là-dessus, parce que j'ai vraiment pas le temps d'aborder les autres questions qui eussent été intéressantes. Oui. Parce qu'on peut trouver un contre-exemple. Et là-haut, vous ne pouvez pas trouver de contre-exemple. Il y a des implicites. Ah non. Je pense qu'il y a des implicites. Oui, il y a des implicites, je ne te le fais pas dire. Je ne te le fais pas dire. On lit que x est un nombre réel. Non, mais c'est quoi l'implicite? C'est quoi l'implicite violent ici? C'est évidemment quel que soit x. Alors voilà, les mathématiciens, chaque fois qu'ils utilisent l'implication ou un si alors, eh bien, ils l'accompagnent d'une quantification universelle implicite.
Il n'y a, maintenant, autrefois je prenais des gants, je disais dans presque tous les cas, maintenant je vous dirais dans tous les cas. Il n'y a pas un seul cas où le si alors n'est pas quantifié universellement. Bon. Si, il y a un cas où il n'est pas quantifié universellement, c'est quand vous êtes en train de faire des exercices de logique mathématique. C'est à peu près tout. Bon. Donc ceci n'est pas traité comme un connecteur binaire, mais comme un connecteur binaire plus un quantificateur. Mais le quantificateur, il est planqué, il est implicite. Bon. Et alors, c'est quoi la négation de la phrase là-haut? Je bouffe encore une minute ou deux. C'est grave, c'est bon. Voilà. On soit parti dans un quart d'heure. D'accord. Alors, c'est quoi la négation de la phrase du haut? Bravo. 20 sur 20 au premier contrôle de logique mathématique. Excellent. Elle a donné la négation de là-haut, x strictement supérieur à 2 ou x2 strictement supérieur à 4. C'est-à-dire la négation de A et B, c'est non A ou non B. Bravo. Très bien. Quelle est la négation de la phrase du bas? X2 supérieur. Alors, vous êtes une très bonne étudiante de logique mathématique, je vous dis que la négation de ça, c'est x inférieur ou égal à 2, et pourtant, comme dit Daniel Perrin, et pourtant, x inférieur ou égal à 2, et pourtant, x2 n'est pas inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire x2 strictement supérieur à 4. Oui, mais en fait, c'est pas ça, la négation. Parce que dans ma phrase là, il y a l'implicite, et tous les mathématiciens y mettent l'implicite, donc les mathématiciens professionnels, ils vont donner quoi comme négation de ça? Et voilà, ils vont donner, et si vous demandez, on vous dit c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que je peux trouver un contre-exemple, c'est-à-dire parce que je sais qu'il existe au moins un x pour lequel ceci est faux. Mais malheureusement, dans nos habitudes de langage, il n'y a rien qui permette de ne pas expliciter le il existe. Le il existe ne peut pas être implicite dans ce cas-là. Donc on est obligé de le dire. Alors nous, on sait très bien faire, et on sait rendre explicite le quantificateur caché quand on passe à la négation. Ben, il faut juste penser que pour nos élèves, il n'y a pas de raison particulière pour que ça leur vienne comme ça, de je ne sais où, que ça leur tombe du ciel. Il faut les avertir de ça. Et le nombre de fois où on est confronté à des... Ça, c'est... Tous les manuels scolaires sont bourrés de propositions de ce genre. Alors, je vais terminer, parce qu'on n'a vraiment pas le temps, par juste revenir à mon point de départ. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition mathématique? Encore une fois, je ne suis pas... La question n'est pas de le définir, parce que je ne suis pas en train de faire des maths. Mais je veux donner 3 critères qui me paraissent utiles pour savoir reconnaître une proposition de mathématique de quelque chose qui n'en est pas. Typiquement, faire la différence entre si P alors Q et P donc Q. Voilà 2 phrases que nous prononçons souvent, et il y a des manuels en vente dans le commerce, malheureusement, où on vous dit que c'est pareil. Il y a des collègues, malheureusement, qui vous disent c'est pareil. Oui, où est la différence? Ben non, il y a une différence majeure, bien sûr. Et une différence majeure, c'est que quand vous dites si P alors Q, vous n'affirmez rien sur la vérité de P et sur la vérité de Q prise indépendamment, tandis que quand vous dites P donc Q, vous dites 3 choses. Vous dites P, que P est vrai, vous dites que Q est vrai, vous affirmez P, vous affirmez Q, et vous affirmez en plus que vous avez de bonnes raisons de déduire la deuxième chose de la première, etc. Donc alors qu'à gauche, vous n'affirmez rien sur P, etc. Bon, donc je dis que ça c'est une proposition mathématique et que ça n'en est pas une. Bon. Les indices que je vous propose pour savoir si quelque chose est une proposition, c'est premièrement, est-ce que ça parle d'objet mathématique? La réponse ici est oui dans les 2 cas à peu près. Est-ce que ça peut être vrai ou faux? Alors pour ça, c'est évident que ça peut être vrai ou faux. Il n'y a pas d'ambiguïté. Là, c'est plus discutable. Est-ce que P donc Q est vrai ou faux? Si vous avez un P donc Q dans une copie d'élève, vous dites telle chose, donc telle chose, vous hésitez à lui dire c'est faux. Vous allez lui dire, qu'est-ce qui te permet de dire ça? C'est incorrect, c'est pas justifié, etc. Vous allez rarement dire c'est faux. Parce que ça, c'est pas le même statut que telle affirmation est vraie ou fausse concernant les objets. Bon, c'est le donc qui est contestable. D'accord? Encore une piste, on peut formuler la négation. Une proposition mathématique, ça a une négation. Et la négation peut être formulée.
la négation de si P alors Q, c'est P et non Q, ou alors s'il existe X, P et non Q, si on tient compte du quantificateur implicite, c'est une autre histoire. Quelle serait la négation de P donc Q? Il n'y a pas, on ne peut pas faire. C'est quoi? C'est sûrement pas P donc non Q, contrairement à ce que pourraient croire beaucoup de gens, ni non P. Au mieux, ce serait P non donc Q, donc ça ne va pas. Donc ça n'a pas de négation. Et il y a les phrases qui n'ont pas de négation. Autre exemple, soit X un nombre réel. Est-ce que c'est une proposition? Non, ce n'est pas une proposition. Quelle serait la négation? Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça ne marche pas. Et dernier indice, une proposition mathématique, ça parle d'objets mathématiques et seulement d'objets mathématiques, et la personne qui parle n'apparaît pas dans la proposition. Quand je dis si P alors Q, moi, on ne me voit pas là-dedans. Tandis que quand je dis P donc Q, on me voit. On me voit dans quoi? On me voit dans le mot donc. J'interviens. Donc, une proposition, résumons-nous, c'est une phrase qui parle d'objets mathématiques et susceptible d'être vraie ou fausse, dont je peux formuler la négation, et dans laquelle le locuteur, celui qui prononce, n'intervient pas. Je suis obligé de m'arrêter, je suis désolé, j'avais encore plein de choses à vous dire. Merci d'avoir supporté tout ça. Merci. Alors, je pense qu'il y a quand même le temps pour une ou deux questions, donc si quelqu'un a une question. Moi j'ai des soucis avec le don, là, parce que je crois que c'est une affaire de métalangage, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui vont dire, bon, j'étudie les variations de F, donc F' égale. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a plein de choses à ce niveau-là qui ne sont pas très claires. Et l'une des grandes difficultés, une question que les élèves me posent, c'est le égal là, et le équivalent, c'est pareil. Et on voit bien que... voilà. Je pense que ce serait une bonne chose, et encore une fois, malheureusement, la tendance est inverse de celle-là dans notre enseignement secondaire. Ce serait bien d'attirer l'attention des élèves sur le fait que dans le discours qu'on leur propose, eh bien, il y a des choses qui sont des propositions mathématiques qui sont insérées au sein d'un discours qui comporte des tas d'autres choses et des choses imprécises, ambiguës, etc. Bon, et savoir faire la différence, c'est important. Et la tendance, c'est on croit qu'on va simplifier la vie des élèves en leur disant on peut parler des objets mathématiques avec le langage courant et tout va bien. Et je pense pas ça, je pense vraiment pas ça. On ne peut pas parler des objets mathématiques en se contentant du langage courant parce qu'on s'expose à des contenus certains. Oui. Oui, donc moi je suis appelé étranger aux mathématiques, je suis physicien et j'utilise l'outil, j'en parlais avec le collègue tout à l'heure. Moi j'ai compris, je comprends, j'ai fait un peu la logique propositionnelle et tout, donc ça me revient et j'arrive à comprendre, mais moi j'ai un problème, je pose un problème. Moi j'enseigne au niveau des STI et donc c'est des technologues, c'est des élèves. Là, si on parle de quelque chose et il existe, c'est la catastrophe. Donc en mathématiques, moi je pense que si les collègues, enfin les matheux utilisent un langage terre à terre, c'est peut-être pragmatique entre guillemets, et je pose aussi la question, que font les anglo-saxons? Moi ça m'intéresse, et je trouve que les élèves ont de plus en plus de problèmes qu'avant au niveau de l'algébrisation. Donc vous avez parlé de variables. Déjà, quand ils voient une variable, c'est une catastrophe. C'est le monde qui s'écroule. Vous voyez, donc je pose des problèmes très terre à terre. Et moi, j'aime bien la logique, parce que bon, quand on dit quelque chose, on sait de quoi on parle. Et quand on dit qu'il existe, quand au niveau des limites, pour montrer, voilà. Et donc moi, je me pose des problèmes. C'est-à-dire qu'on va revenir, si je comprends bien, vous voulez revenir à ce qu'on faisait à un moment donné. Pas du tout. Un peu. Non, je me suis mal exprimé. J'ai raté mon coup. Si c'est ça que vous avez retenu, j'ai raté mon coup. Mon propos, c'est pas du tout de dire il faut faire de la logique mathématique avec les élèves, il faut faire des cours de logique. Mon propos, c'est il faut les avertir de ce que c'est que le langage qu'on utilise pour leur parler. Bon, tu dis les variables, ça les effraie. Ben justement, parce qu'on n'en a jamais parlé. Hein, la question des variables n'est jamais traitée. Alors maintenant, dans le nouveau programme de collège, il y a une histoire sur variables mathématiques, variables informatiques qui m'avait l'air tout à fait pas opportune, mais enfin, je ne sais pas, ça a été rectifié, il paraît, non?
Bon, enfin, je sais pas, il y a quelque chose sur les variables, il faudra regarder ça de près, je n'ai pas encore regardé. Bon, ok. On doit parler de la notion de variable, définir la notion de variable au collège. Oui, ok. Alors, donc, je dis, il faut juste les avertir. Quand vous faites des maths, vous utilisez massivement des variables. Donc, il faut quand même avoir une vague idée de ce que c'est et comment on se dépatouille avec ça. Deuxièmement, vous dites, si on se met à dire pour tout il existe, c'est la catastrophe. Je suis désolé, les mathématiques sans pour tout il existe, ça n'existe pas. À part 2 plus 3 égale 5, on ne va pas aller très loin si on s'interdit d'utiliser les quantificateurs. Les quantificateurs sont partout. Vous ouvrez un bouquin de 6e. Ça vous dit, si un quadrilatère a ses 4 côtés de même longueur, alors c'est un carré. Ça ne vous dit pas exactement ça, mais presque. Bon, c'est ça la forme. Bon, et bien, cette phrase-là, elle contient une quantification universelle, c'est vrai pour tous les quadrilatères, et moi je trouve que ce serait beaucoup mieux de dire aux élèves, vous savez, tous les quadrilatères qui ont telle propriété ont aussi telle autre propriété, ce serait beaucoup plus simple. Le si alors, qui est archi-dominant dans toute la littérature de mathématiques des manuels, ne me paraît pas se justifier dans toutes les circonstances. Et si on l'utilise, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'il y a la quantification universelle. J'y peux rien. Raisonnement par récurrence. Dans le raisonnement par récurrence, le principe de récurrence, son énoncé fait intervenir 2 implications et 2 quantifications universelles. C'est donc quelque chose de très compliqué. Alors, quand vous conseillez aux profs de bien faire apparaître, ils disent oh là là, mais on va pas mettre 2 quantificateurs, vous vous rendez compte, ils vont tout mélanger. J'y peux rien, il y a 2 quantifications là-dedans. Et les faire apparaître, c'est aider les élèves à faire la distinction, il me semble. Bon, donc moi je ne crois pas du tout qu'il faille, sous prétexte que c'est compliqué, qu'il faille planquer les difficultés. Je pense qu'il faut les affronter. Et si au fond on constate que c'est vraiment insurmontable, bah, plutôt ne pas parler de la chose que d'en parler d'une façon qui n'est pas compréhensible. Parce que la façon dont nous parlons en planquant les difficultés est juste incompréhensible pour nos élèves. Ben, ça rajoute des difficultés, bien plutôt. Donc, encore une fois, je ne veux pas du tout qu'on fasse des cours de logique mathématique, même vous qui êtes excellente en logique mathématique, ne faites pas de cours de logique mathématique, c'est pas ça qui sert. Mais dites-leur, voilà comment nous parlons, et voilà comment vous êtes invités à parler quand vous faites des mathématiques, c'est pas le bout du monde, il me semble. Okay. Bon. Et les opposés sont je ne sais pas répondre à cette question. C'est une question intéressante, mais je ne sais pas. Tu as dit 2 plus 3 égale 5. Oui, j'ai dit ça. Si je vois écrit au tableau 2 plus 3 égale 5, c'est une proposition mathématique. Oui, bien sûr. Qui est close parce qu'il n'y a pas de variable du tout. Pas de variable du tout. Voilà. Bien sûr, c'est une. Bah, merci beaucoup. De rien. Alors,